Bonjour à toutes et à tous. On est là pour animer une discussion qui s'intitule Du local à l'international, quel frein et quel possible. En lisant ça, on se disait que ça pouvait aussi s'appeler Quand le local est international, parce que finalement, ça va être un peu aujourd'hui faire des passerelles entre le local et l'international. Et on se disait en préparant un peu qu'il s'agit de prendre aussi conscience des potentialités d'un territoire, que ce soit en termes de filières, de personnes, mais aussi de potentialités sur les caractéristiques géologiques ou culturelles d'un territoire. Donc ça nous semblait intéressant de développer aujourd'hui. Mais avant, ce qu'on se disait, c'est que les films, c'est avant tout des histoires humaines, que la coproduction, si elle constitue une opportunité de développement, de rayonnement des films, de financement, comme on le sait, ça naît d'abord d'un désir, d'une envie, une envie de sortir aussi du cadre de nos frontières. C'est cette envie souvent qui permet de dépasser les freins, les montées en compétences qu'il faut acquérir, et parfois aussi, on le verra, le caractère tout à fait empirique de la coproduction internationale. Et donc aujourd'hui, on vous proposera notamment 2 parcours de films qui ont été portés, qui seront racontés par une productrice et un producteur. Donc je vais commencer par toi, Estelle. Donc la productrice, c'est Estelle Robin-You, de la société Point du Jour, les films du Balibari, qui est une productrice installée à Nantes depuis longtemps, et qui, même si elle est connue dans la région, on se disait que ce n'était pas si souvent que ça. Tu avais l'occasion d'exposer ton parcours prestigieux à l'international, donc c'était chouette de le faire ici. On dialoguera aussi avec Fred Prémel, de la société Tita Production, qui est installée à Douarnenez, et aussi en région PACA à Marseille, qui vient de produire un film qui s'appelle Les sorcières d'Alquelarre. Donc voilà, on découvrira un petit peu les composantes. On verra aussi avec Guillaume Minguet, qui est le directeur de l'atelier Produire au Sud, donc qui est en lien connecté avec le Festival des Trois Continents, qui est bien connu ici à Nantes, mais on pense que tout le monde ne connaît pas l'atelier Produire au Sud, qui est une superbe initiative qui a déjà plus de 20 ans. 20 ans, voilà, c'est ça. Et donc on verra en quoi ça constitue des opportunités aussi éventuellement pour la filière. Et enfin, on échangera avec toi, Pierre, donc Pierre Dalloy, qui est le responsable image de la région Centre-Val de Loire, donc pour Cyclic. Et on verra quel rôle peuvent jouer les fonds régionaux et les politiques régionales dans cette démarche et dans une politique de coproduction internationale. Et en gros, comment on va quelque part de l'individuel à l'universel, et qu'est-ce que ça veut dire pour un fonds régional et pour une politique publique. Donc ça nous semblait intéressant. Donc on voulait commencer la table ronde par l'étude de cas du film qu'a produit Fred. Du coup, l'idée, c'est que tu nous racontes un peu comment cette histoire basque est devenue une histoire bretonne à un moment donné, et puis une histoire internationale par la suite. Et puis, je voulais juste préciser quand même que, pour faire la promo, c'est que le film est encore en salle, hein, c'est ça, et qu'on en est à la 4e semaine. Tout à fait. Il est encore en salle pendant, j'espère, longtemps. On va voir, la situation est compliquée, effectivement, par rapport au nombre de spectateurs dans les salles de cinéma en général, mais il entame sa 4e semaine, donc on est quand même très content. Et il est au Concorde à Nantes, d'ailleurs, il me semble, cette semaine. Donc si vous voulez le découvrir en entier, c'est l'occasion. Alors je vais essayer de faire quand même court, parce que je pourrais parler pendant 8 heures, je pense, de l'étude de cas du film. Peut-être commencer par raconter comment j'ai rencontré Pablo Agüero. Je suis donc producteur avec une société de production installée qui se crée en 2015 en Bretagne. J'avais créé une première société à Marseille où je vivais en 2006. Je m'installe en Bretagne pour des raisons personnelles et familiales, et parce que je suis originaire de la région en 2011. Et en 2015, je crée une filiale, en gros, parce qu'on commence à beaucoup travailler avec les acteurs de la région. Quand je dis les acteurs, c'est toute la filière, les chaînes de télévision, grâce au com régional, des réalisateurs qui nous proposent des projets, des sujets ancrés dans la région de Bretagne, etc. Donc la nécessité d'avoir un siège social en Bretagne s'est imposée naturellement. Et de manière un peu concomitante, je suis sollicité par des producteurs que je connais depuis longtemps, qui sont Jacques Bidou et Marianne Dumoulin, que j'avais rencontrés quand je faisais Eurodoc quelques années auparavant. Voilà, Jacques et Marianne faisaient partie des tuteurs, merci.
Et on était restés en contact. Et eux produisaient le film précédent de Pablo, le film précédent aux Sorcières d'Aquelarre, qui s'appelle Eva ne dort pas. Et Eva ne dort pas était un tout petit budget et ils étaient en fin de post-production. Ils avaient besoin d'un coup de pouce sur la fin, donc ils cherchaient un petit peu plein de moyens d'essayer de financer la fin de la post-production du film. Et en même temps se créait en Bretagne un fonds à l'initiative du groupe Ouest qui s'appelle le Brace Film Fund. Et Pablo Agüero était passé par le groupe Ouest en écriture de son projet. Et du coup, le groupe Ouest avait envie, grâce à ce fonds, d'essayer d'accompagner aussi les réalisateurs qui étaient passés dans les résidences d'écriture. Donc ça, c'était vraiment une initiative privée de la part du groupe Ouest de créer ce fonds. Et du coup, voilà, on se rencontre à ce moment-là. Jacques et Marianne nous appellent, le Brace Film Fund se crée, moi je crée ma société en Bretagne, et du coup on rentre sur la coproduction de Eva ne dort pas en toute fin de post-production, et c'est à ce moment-là que je rencontre du coup Pablo, où on est rentré comme coproducteur minoritaire sur ce film précédent, avec une envie aussi du Brace Film Fund d'essayer de dynamiser, même si c'est pas dans les ils n'ont pas une fonction politique au sens régional, mais vraiment une volonté de développer le territoire en investissant sur des projets internationaux d'auteurs prometteurs qui vont permettre de générer des retombées culturelles et économiques sur le territoire. Donc il y avait une envie comme ça déjà de participer à cette aventure de leur point de vue dans la philosophie du projet. Nous, évidemment, on est rentré là-dedans et donc on a accompagné la sortie d'Eva. Ensuite, quand le film est sorti en salle, on se revoit avec Pablo, on rediscute et tout ça. Et il me fait lire ce projet des Sorcières d'Aquelarre qui s'appelait à l'époque Les Insoumises. Et je sais que Jacques et Marianne ne souhaitaient pas produire ce film-là. Donc, du coup, on a commencé à parler avec Pablo. Et moi, j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce scénario. J'avais l'impression de lire un film que je n'avais jamais vu au cinéma. C'est un peu le seul petit truc qui éveille un peu du désir chez un producteur, enfin en tout cas chez moi, c'est de se dire ça je l'ai jamais vu encore, quoi. C'est vraiment étonnant, surprenant et tout ça. Alors comment il devient breton? Sans doute qu'il l'est déjà dès le départ, peut-être dans ses valeurs ou dans ce qu'il dégage. Le film est un film tourné au Pays Basque, enfin qui sera tourné au Pays Basque, écrit en langue basque et en langue française à l'époque. Ça raconte une histoire de France, ça raconte une histoire d'une époque de l'histoire européenne où les États commencent à se centraliser, à venir dans les territoires pour prêcher la bonne parole étatique et à essayer de prendre le pouvoir. Le film se passe dans ce moment-là et je pense que au-delà de l'histoire du film, qui est donc un procès en sorcellerie de jeunes filles qui sont absolument innocentes, mais qui vont finir sur le bûcher, qui doivent finir sur le bûcher au moment de la chasse aux sorcières à l'époque. Cette histoire-là, elle est aussi intégrée dans une histoire, dans une relation avec les territoires, et le fait qu'il soit bilingue éveille encore plus aussi ma curiosité, langue basque et langue française. Voilà. Donc ça, c'est les raisons qui font que le film me plaît beaucoup, que j'ai envie de l'accompagner, de le produire. Après, on est à Douarnenez, on part sur un film qui va être coûteux, dans une configuration de production européenne que j'imagine dès le départ, mais que je ne sais pas par quel chemin on va passer exactement. Et surtout, Pablo, il n'a pas encore fait de grand succès. C'est un réalisateur qui est extrêmement... qui a reçu beaucoup de prix, qui a été encensé auprès d'une certaine presse. Ses films ont beaucoup circulé dans les festivals de catégorie A. Mais là, on passe à un niveau au-dessus, à un film qu'il a vraiment envie, lui, d'ouvrir vers le grand public, avec une vraie dramaturgie, et surtout une histoire qu'il nourrit depuis 8 ans. Puisqu'en fait, quand je le rencontre pour parler de ce film-là, ça fait 8 ans, lui, qu'il l'a en tête, et qu'il a envie de le développer. Donc ça fait déjà 8 ans qu'il est dessus, dans sa tête. Donc c'est un élément à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça dure encore 8 ans, quoi, parce que sinon le désir il va se perdre, il n'aura plus envie et il faut enchaîner. Donc j'ai un peu débordé, mais c'est pour raconter le contexte. Non, c'est bien. Enfin, en fait, en gros, l'idée, après, c'est de
On sait qu'il y a deux phases qui se sont succédées. C'est qu'effectivement, tu le dis, c'était une histoire ancrée dans un territoire où toi, tu as vu un potentiel assez universel. Donc en fait, on imagine que c'est là-dessus que tu t'es basé pour construire une stratégie un peu internationale. Donc ça, il faudra que tu nous dises un peu cette phase de financement. Et après, je te pose directement la deuxième, d'enchaîner sur la fabrication. Quel impact cette stratégie internationale a eu sur la fabrication? Là, on pense technique, artistique, des comédiens, des comédiennes, enfin voilà. En fait, donc, l'idée qu'on a immédiatement, c'est évidemment, puisque le film va être tourné au Pays Basque et en langue basque, c'est d'essayer immédiatement d'aller chercher des partenaires au Pays Basque. Et ça se produit, on trouve des coproducteurs installés à San Sebastián qui s'associent pour ce film-là, parce qu'en fait, c'était deux producteurs qui travaillaient dans des sociétés différentes, un plutôt dans le documentaire, l'autre plutôt comme producteur exécutif sur de la fiction. Ils se sont associés autour de ce projet et ont créé une société qui s'appelle Sorgin Film. Donc Sorgin, ça veut dire sorcière, exactement pour ce projet-là. Et donc on s'associe avec eux. Donc ça part. C'est vraiment intéressant parce qu'on est nous en Bretagne. J'obtiens aussi le financement de l'aide au développement de la région Bretagne qui permet de prendre en charge les premières dépenses. Quel montant? 18 000 euros. Ah, si j'ai la mémoire des chiffres, mais là j'ai fait me faire avoir. Mais 18 000 euros. C'est le premier financement qu'on a. Donc ça, c'est, enfin, entre guillemets, c'est un encouragement sur le projet, dans cette stratégie de monter une coproduction européenne, le fait que le comité de la région soutienne la démarche et apprécie le projet évidemment artistique, mais bon, ça c'est voilà. C'était un vrai encouragement aussi pour nous parce qu'on arrive assez fort aussi auprès de nos partenaires en Espagne, qui voient qu'on avance, qu'on avance sur le développement du scénario, qu'on avance sur les recherches sur les costumes, sur les repérages, etc. et qui rentrent sur le projet à ce moment-là. Donc on s'associe avec un producteur au Pays Basque en Espagne, on s'associe aussi avec un producteur au Pays Basque côté français, une société qui s'appelle La Fidèle Production, basée à Saint-Jean-de-Luz. Et on obtient l'aide de la région de Nouvelle-Aquitaine, puisque le tournage aura lieu sur les deux pays, des deux côtés de la frontière, pour des raisons à la fois inhérentes à la recherche de décors, des raisons de financement et aussi des raisons historiques, puisque, comme vous avez vu dans la bande-annonce, le film est inspiré de faits réels, et c'est l'histoire du juge Pierre Delancre qui a été dans ces endroits à l'époque pour brûler des jeunes femmes. Donc du coup, cette coproduction se noue Bretagne, Pays Basque en Espagne, Pays Basque français. On monte aussi une coproduction avec l'Argentine qui intervient dans le film à hauteur de 10% du financement. Et tout est régional en fait. On s'aperçoit qu'on a monté ce qui n'est pas encore une usine à gaz, mais en tout cas des accords de coproduction avec uniquement des gens qui sont implantés dans les territoires et qui ont la même envie que nous, c'est-à-dire essayer de faire travailler des techniciens, de faire en sorte qu'un maximum de dépenses, enfin en tout cas d'activités soient faites dans chacune de nos régions. Et on essaye de se mettre d'accord dans la répartition, parce que là on n'est pas encore à la phase de faire les demandes d'aide à la production. Et finalement, ça se produira. Donc, on aura aussi l'aide à la production de la région Bretagne, l'aide à la production de la région Nouvelle-Aquitaine, l'aide à la production du gouvernement du Pays Basque côté espagnol, et le financement national en Espagne par rapport à tous ces équilibres de coproduction. Et c'est vrai que c'était ce qui était compliqué pour nous en amont, c'était de se déterminer sur quel collaborateur allait être de quel pays, de quelle région. Une contrainte aussi, c'est que le film est majoritairement dans... l'équipe parlera espagnol, donc il faut aussi parler espagnol quand même. C'est trouver un ingénieur du son qui parle espagnol, qui a de l'expérience, qui accepte de partir 3 mois en tournage au Pays Basque. C'est pas évident, en fait. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que nous, on a des rêves de vouloir monter une coproduction et de faire travailler un maximum de monde, mais en fait, finalement, c'était pas si simple que ça. Quand tu dis faire travailler un maximum de monde, c'est de monde issu de la Bretagne aussi. C'était, pour traduire un peu, c'est en gros, comment est-ce que du coup de ce projet que toi tu amènes en Bretagne, qui se passe ailleurs, comment cette coproduction internationale ne va pas tant que ça diluer finalement l'ensemble des techniciennes et techniciennes. Donc en gros, est-ce que tu peux nous détailler quels sont les postes que tu as réussi à faire, où est-ce que tu as fait travailler la Bretagne, à quel endroit, à quel niveau?
Et Nouvelle-Aquitaine aussi, parce que du coup, c'était sur les deux régions, chaque producteur dans sa région a essayé d'œuvrer pour avoir un maximum d'équipes. On a eu 5 techniciens bretons qui étaient sur le tournage du film. On avait 10 techniciens de Nouvelle-Aquitaine qui étaient sur le tournage du film également, dont des chefs de poste comme l'ingénieur du son. Toute l'équipe son était de Nouvelle-Aquitaine. Le montage image et le montage son se sont faits entre la Bretagne et Paris. Chef monteuse image espagnol qui était à Paris, chef monteur son breton qui montait en Bretagne. Le mixage et l'étalonnage se sont faits en Argentine également. Et au final, on a fini. Alors Moira, qui est dans la salle, Moira Vautier, qui a travaillé sur la direction de la post-production, pourra mieux en témoigner que moi. C'était aussi compliqué d'organiser tout ça entre 3 pays et plusieurs régions. Là, c'était devenu vraiment une usine à gaz pour le coup. Et puis ce qu'il a fallu, c'est aussi une grande souplesse de la part du réalisateur d'accepter comme ça, de se déplacer, de changer de pays. Donc il parlait espagnol, anglais, français. Il parle pas basque, mais voilà. Donc au total, sur le film en tout cas, ça veut dire que 20 techniciens français sont entre le tournage et la post-production sont vraiment impliqués à des postes importants sur le film. Et que les retombées économiques, elles y sont également en travaillant avec des prestataires dans les régions, sur de la location de matériel, sur évidemment des dépenses annexes qui ne sont pas les plus intéressantes pour nous, mais sur l'hébergement, sur des repas, et sur les décors, puisqu'on a tourné vraiment une partie des gros décors importants en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc c'était une association de gens qui avaient aussi envie de travailler ensemble. C'est-à-dire que forcément, on ne peut pas embarquer des gens sur... Il y a des gens que j'aurais voulu emmener avec nous sur le tournage du film qui ne se sentaient pas non plus. Qui se sont dit... parce qu'on aurait... notamment en Bretagne, on aurait pu avoir emmener beaucoup plus de monde sur le tournage. Il y avait vraiment de la place. Mais 2 choses auxquelles on a été confrontés. D'abord, une petite peur de partir... en tournage à l'étranger. Non, je ne sais pas si c'est spécifique aux Bretons, mais c'est vrai qu'on a vu ça. Pourtant, c'est un pays de marins, mais je ne sais pas. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait énormément de tournages à ce moment-là. On a tourné en mai et juin 2019, et que tout le monde bossait, quoi, en gros. Donc du coup, c'était compliqué on aurait pu emmener beaucoup plus de monde que ça à des postes très divers, très variés. Notamment depuis la Bretagne. En Nouvelle-Aquitaine, on a réussi à trouver, mais après la région Nouvelle-Aquitaine, c'est un quart de la France maintenant, donc c'est plus facile. Et juste pour finir, tu peux nous donner un peu des éléments clés budgétaires un peu sur le projet. Notamment, il y a eu une augmentation du budget assez importante quand même entre le chiffrage initial et le budget réalisé. Dans nos premières demandes de financement, on avait évalué le film à 1 800 000 €, ce qui nous semblait déjà être un gros budget, déjà par rapport au film que Pablo avait fait précédemment, qui était vraiment des micro-économies. Et par rapport à ce que nous on avait fait, ce qu'on évaluait du film, voilà, on avait fait un chiffrage, pas tout seul, mais avec un directeur de production qui nous avait accompagné là-dessus. Et en fait, on s'est aperçu que le film allait coûter beaucoup plus cher que ça, et on a fini avec un budget final à 3,2 millions, de par le fait qu'il y a aussi des coproducteurs en Espagne, en Argentine, que les déplacements, il y a des frais inhérents à la coproduction qu'on peut pas, sans parler des frais généraux des entreprises et tout ça, mais les déplacements, le temps de travail, les voyages accroissent énormément les budgets, en fait. Ça se voit pas forcément dans l'image, mais en tout cas, voilà, ça c'est l'enveloppe budgétaire. Et ce qui s'est passé aussi, juste pour terminer, parce que comme c'est du local à l'international, en cours de développement et de recherche de financement, on a, grâce à notre vendeur international qui est Film Factory, ils ont fait dire le projet à Netflix, qui ont adoré le projet. Donc ils sont rentrés en pré-achat, on peut l'appeler comme ça, parce que c'est pas un film Netflix, ça se ferait plus aujourd'hui. Je pense qu'on est tombé pile à un moment où Netflix avait besoin de projets européens et de s'ancrer un peu dans les pays. Donc là, c'était France-Espagne, Pays-Basque, Margin, cadeau. Donc ils ont fait une offre, ils avaient aimé le scénario, et une offre qu'on a acceptée de 750 000 €, ça, je suis transparent, ce qui représentait à peu près 20% du budget du film, enfin du financement du film. Et donc,
déjà on était content parce que on n'avait pas fini le tour de table, il y avait encore de l'argent à trouver. Mais bon, 20% d'un coup qui se complète grâce à Netflix, on était ravis, avec évidemment les contraintes, c'est que le film ne sort pas en salle dans le monde entier. On a quand même réussi à exclure les pays comme la France, l'Espagne et l'Argentine des droits. Donc Netflix n'avait pas ces droits-là pour favoriser la sortie salle. C'était vraiment un film qu'on imaginait pour le cinéma. Et en même temps, et donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ce film qui était né à Douarnenez, tourné en langue basque, avec un réalisateur argentin, produit avec uniquement des régions, se monte, se fait, donc déjà c'est super, et en plus, à l'intérêt d'une plateforme mondiale comme Netflix, et il est sorti le 24 mars, il était 3e film le plus vu dans les pays pour lesquels ils avaient les droits dans les 2 premières semaines de diffusion. Donc c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Pile dans la thématique. Merci Fred, on va continuer après avec qu'on pourra débattre un peu plus précisément. Je sens que j'étais un peu long, je m'excuse. Mais... Non, ça va, t'es dans le timing. 20 minutes, parfait. Tu peux donner ton micro à Estelle si tu veux. En gros, voilà, donc Estelle Robin-You, on va pas diffuser de bande-annonce avant, on a tout calé avant. Non, mais l'idée, c'était plutôt de partir de ton parcours de productrice et que tu nous expliques comment, à un moment donné, tu as inscrit l'international au cœur de ta stratégie, et puis avec quels moyens au début, jusqu'à arriver au succès qu'on connaît, enfin en tout cas que tout le monde connaît peut-être pas dans la salle, et à un film récent dont on fera une étude de cas un peu en détail. Mais l'idée, c'est que tu présentes un peu toi ta démarche, et puis après on lancera la bande-annonce. Pour moi, l'international a toujours été un peu inscrit dans mon parcours. En fac, je suis partie en Erasmus, j'ai vécu 1 an en Irlande, puis 9 ans. Et donc, vivre à l'étranger et travailler à l'étranger, ça a toujours fait partie de mon parcours. Et quand je suis enfin rentrée, j'ai commencé à travailler en production en Irlande, et quand je suis rentrée en France et que je suis arrivée à Nantes et que j'ai découvert le film documentaire, parce que je travaillais quand même en fiction avant, je me suis dit, mais de toute façon, il faut que j'inscrive cette démarche-là à l'international. Et d'autant plus qu'à l'époque, encore plus que maintenant, même vraiment, quand on était producteur et productrice en région, on n'existait pas vraiment dans l'œil des diffuseurs, décideurs nationaux. Et donc, je me suis dit, je vais plutôt passer par l'international pour revenir en France. Donc, je vous passe pas mal d'étapes, mais le premier film que j'ai coproduit en minoritaire, c'était en 2005 avec une société en Lettonie. Et ça, c'était un projet que j'avais rencontré grâce à un réseau qui s'appelait European Documentary Network. Et c'est hyper important de parler de réseau parce que la coproduction internationale n'est faite que de réseau, on va dire. Donc, il faut aimer les gens, il faut aimer rencontrer des gens. Et puis, ensuite, un autre projet phare, on va dire, dans tout ce parcours, c'est en 2008-9, je m'étais associée avec Régis Noël au film du Balibari. Maël nous avait rejoint et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un projet d'un réalisateur de Serbie, un projet qui m'intéressait énormément. On a beaucoup discuté par mail et puis grâce à l'aide du Conseil général, feu cette aide-là, mais qui était une aide qui était géniale parce qu'elle nous donnait très facilement 5 000 € pour lancer les premières étapes d'un projet, et notamment à l'international. On était allé le pitcher en Croatie, on avait gagné un prix. C'est un film qui s'appelle Village Without Women, qui a fait plus de 50 festivals et qui a été vendu dans le monde entier, et qui en France avait comme partenaire télévision le GIE Grand Ouest. Donc on parlait du COM, je crois, ce matin dans le bureau des techniciens. Et voilà, enfin... vraiment un projet clé pour les films du Balibari et pour la stratégie à l'international qui avait été soutenue par Télé Nantes et le COM. Donc moi j'avais vraiment cette envie de poursuivre le développement à l'international, et c'était à la fois pour raconter des histoires qui pouvaient voyager dans le monde entier, pour travailler avec des auteurs et des équipes et des partenaires qui pouvaient ne pas être uniquement sur notre territoire. Et puis oui, cette envie de me former aussi au fil du temps. Donc en fait, je me suis appuyée sur des réseaux, des labs de formation. Village Without Women, je l'avais fait au sein d'un équivalent de Eurodoc. Donc ceux qui font du doc doivent connaître peut-être Eurodoc, qui est une formation de développement de projets documentaires
européens et internationaux. Et Aix-Orienté, c'est un peu l'équivalent en Europe de l'Est, puisque c'était un projet en Serbie. Donc voilà, le parcours, il est ce qu'il est. Il y a eu des coproductions qui ont eu plus ou moins de succès, qui ont été plus ou moins bien financées. Parfois, on a fait des coproductions où on levait 10 000 euros, des fois beaucoup plus en France. Et donc des minoritaires ou des majoritaires. Ça, c'est donc majoritaire en général, c'est que nous, on est le producteur principal, c'est nous qui initions le projet et on va chercher des producteurs qui auront un rôle moindre ou qui amèneront des montants moindres. Et donc l'inverse, c'est qu'on peut nous aller chercher des financements et amener du talent sur des projets, donc nous Français, pour des projets étrangers. Donc voilà, il y a eu un moment où j'avais un petit peu l'impression de tourner en rond. J'ai eu envie de continuer de me former et j'ai eu envie de faire une formation qui s'appelle EAVE, que un certain nombre d'entre vous ont entendu parler notamment cet été. Et donc en 2016, j'ai rejoint cette formation qui est 3 fois une semaine comme Aix-Orienté, 3 fois une semaine sur une année. Et on peut y aller avec ou sans projet. Et moi, je voulais y aller avec un projet. Donc, j'avais un projet qui s'est cassé la figure, en fait, entre le moment où j'ai été sélectionnée et le moment où la formation allait commencer. Donc, c'était un peu panique à bord parce que je voulais absolument y aller avec un projet. Et donc, là, je vais rentrer sur la mini-étude de cas, mais je cherchais, en fait. Je cherchais avec quel réalisateur ou quelle réalisatrice je pouvais faire cette formation-là. Et il fallait que ce soit quelqu'un qui manie très, très bien la langue anglaise, qui soit prêt à faire tous ces grands écarts de la coproduction, qui ait envie de se confronter aussi au travail de groupe, de pitch, et puis de développement très, très intensif. Et EAVE, c'est pour des projets cinéma. Donc moi, c'était vraiment me dire, j'aimerais bien aller plus vers des films conçus et financés pour le cinéma. Et je n'arrivais pas vraiment à identifier avec qui je pouvais, où je voulais partir. C'est Clara, mon associée, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne pars pas avec Saïd ? Et Saïd, c'est un réalisateur dont j'avais coproduit un des premiers films qui s'appelle The Runner, qui est un film sur un coureur de fond sahraoui, qui, en arrivant à une course en France, avait levé le drapeau sahraoui, avait demandé l'asile en France. Et donc, c'est un film sur un coureur de fond, et Saïd avait appris le marathon, enfin, avait commencé à courir le marathon pour ce film-là. Et c'est vraiment un marathonien. Et quand Clara m'a dit ça, je me suis dit, mais oui, c'est lui, en fait, parce que ça va être un marathon, et vous comprendrez pourquoi. Et du coup, on est parti d'une page blanche à EAVE. Donc, Saïd avait fait, depuis le Runner, un autre film qui s'appelle Tell Spring Not to Come This Year. J'aime bien les titres un peu compliqués. Et pour ce film-là, je n'avais pas réussi à lever de financement. J'avais essayé parce qu'on avait envie de retravailler ensemble. Mais lui avait réussi à le faire et avait gagné 2 prix au Festival de Berlin, à la Berlinale, en 2015. Donc, je savais qu'on s'entendait bien. J'aimais beaucoup son travail, même s'il y a des choses dans son travail qui me posaient question. Et en même temps, je savais que c'était aussi un réalisateur qui allait pouvoir, et attention, parce qu'il y a peut-être des oreilles sensibles, mais qui allait pouvoir aussi accompagner la stratégie que moi, je m'étais mise en tête pour l'international, parce que je pense que l'international, c'est vraiment une affaire de stratégie, entre guillemets, aussi d'entreprise, de producteurs et de productrices, et de réalisateurs, parce que j'avais très envie d'emmener des films sur le cinéma à l'international et potentiellement dans des grands festivals. Donc c'était quand même quelque chose qui était, qui était écrit quelque part en fait. Je pense que la région au développement, à l'aide au développement d'entreprises, ont pu le lire en fait que nous au sein des films du Bali-Bari, l'international est vraiment vraiment inscrit comme une stratégie d'entreprise. Et donc avec Saïd, j'ai demandé à EAVE de nous prendre avec Saïd. On avait juste réfléchi à une idée. Et en fait, il a grandi en grande partie dans les pays arabes. Son père était banquier dans le pétrole et il voulait faire un film sur l'autre versant de l'industrie pétrolière, du point de vue des gens qui en ramassent les miettes. Et donc, on est parti d'une idée de faire un film dans les fins fonds de la Birmanie, au sein d'une population qui travaille dans des champs de pétrole artisanaux. Quand on s'est lancé sur ce projet avec une page un peu blanche, une idée... En fait, Saïd avait découvert un reportage photo dans les champs de la région du Magouet. Et donc, on était à EAVE, on avait de l'ambition, mais on n'avait pas grand-chose d'autre. Et, il y a un réalisateur extrêmement talentueux quand même, et qui, en plus, est chef opérateur. Et donc, très vite, je me suis rendu compte que
le nerf de la guerre, ça allait être le développement et le développement, et qu'on allait devoir chercher des financements les uns après les autres pour lui permettre d'aller en Birmanie, d'y passer des voyages de 3 à 5 semaines et de revenir. Et donc c'est ce qu'on a fait. En gros, bon, alors, le projet, c'était 5 ans de travail. Il a été commencé en 2016 et il a fait sa première en 2021, là, en août à Locarno. Et donc on va dire que les 3 premières années, c'était officiellement que du développement. Mais en fait, il tournait et toutes les images de ce tournage-là sont dans le film. Donc la raison pour laquelle on faisait du développement, c'était que c'était une histoire qui avait certes un lieu assez incroyable, mais en fait, il n'y avait pas d'histoire. Il y avait une famille qu'il a trouvée au bout de 2 voyages, avec laquelle il a construit une relation très forte. Il a vraiment une attirance très forte pour Teng Shui, le père. Il a reconnu un peu son père. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé entre eux, de très spirituel. Il a beaucoup travaillé sur les questions bouddhistes, de rituels. Donc, il a vraiment essayé d'aller au cœur de la société birmane et de comment cette société fonctionne, et pas celle dont on entend parler beaucoup dans les médias, mais vraiment celle dont on ne connaît pas les codes, en fait. Donc, on est allé chercher plein d'argent de développement, et je me souviens d'ailleurs qu'on était allé en région centre. Je ne sais pas si Jérôme est là, mais donc en fait, l'idée, c'était d'aller chercher de l'argent de développement. Donc, ça pouvait être dans des régions, ça pouvait être au CNC, ça pouvait être au niveau européen. Et donc, 3 ans, parce qu'en fait, on a commencé par les régions, on va dire. Donc, la région des Pays de la Loire qui nous a soutenus sur ce projet dès le développement. La région centre, on est allé pitcher avec Saïd à Paris, parce qu'il y avait des présentations orales en anglais avec Jean-Guillaume Caplin qui faisait la traduction, et on s'est lamentablement rétamé à ce pitch. Ils n'ont rien compris. On pitchait une histoire qui n'existe pas. Enfin, c'est un film qui a un rythme très lent. Et on a été soutenus. Et donc, c'était juste après qu'on est sorti Comme des lions au cinéma, qui était un peu le premier film que j'avais produit pour le cinéma. On avait un peu de compte automatique cinéma et on avait un peu de prépa, et on a tout mis dans la prépa de ce film. Et en gros, voilà, c'était vraiment aller chercher 5 000 € par-ci, 10 000 € par-là. La région Auvergne-Rhône-Alpes, où ma collègue Clara est basée, du coup, reçoit aussi les demandes de développement de projets que moi je peux faire, puisque la société a un siège, un établissement à Lyon. J'y vais très peu souvent, mais sur ce film-là, j'avais vraiment besoin d'aller chercher de l'argent partout. Et donc, la question, c'était, mais si on va en Rhône-Alpes, qu'est-ce qu'on va faire comme dépenses? Donc, on était à chaque tournage en train de se dire, OK, bon, bah là, on va payer la présence de Saïd en Birmanie. Bien sûr, en Birmanie, il fallait qu'il ait un assistant ou une assistante réalisateur. Donc on avait un tandem d'excellents assistants réalisateurs en Birmanie. Il y avait un chauffeur, parce qu'il ne peut pas se promener tout seul. Mais par contre, il était toujours tout seul à l'image. Il n'a jamais voulu, c'est un peu comme Pablo, je crois, il ne voulait pas vraiment partir avec un ingé son. Et donc, il était dans des champs de pétrole où ça faisait ta toute la journée, mais sans ingé son. Ce qui nous pose problème plus tard en post-prod. Mais c'est pas grave, parce qu'on aura des coproducteurs. Et tout ça pour dire qu'en fait, officiellement, on a fait un peu plus de 3 ans de développement. Et parce qu'en fait, pour aller en production, il allait falloir que je trouve des moyens de financer le film sur du cinéma. On ne pouvait pas vraiment aller à l'avance sur recettes, pour plein de raisons que je ne vais pas citer là. Mais il y a l'aide au cinéma du monde en France, qui est une aide unique au monde pour des films de réalisateurs étrangers et en langue étrangère. Et donc, c'était vraiment mon objectif, c'était cinéma du monde. C'est 70 000 €, c'est pas le truc de dingue, mais en même temps, c'était la clé pour faire de ce film une œuvre de cinéma. Et du coup, on galérait à l'écriture, en fait. À ce moment-là, je me disais, il faut qu'on aille au cinéma du monde. Mais Saïd, il tournait un peu en rond, il avait du mal à mettre à l'écrit. Il écrit très bien, mais il avait du mal à écrire visuellement, on va dire, où il y avait un truc qui collait pas dans le dossier, et j'étais au bout de mon accompagnement. Je ne savais plus comment faire pour l'aider à accoucher d'un projet qui avait ses chances de passer à la commission aide au cinéma du monde. Et à ce moment-là, il y a Emmanuel Gras qui sortait son film Makala, qui avait gagné le Grand Prix à la Semaine de la Critique à Cannes. Et je me suis dit, il faut que je lui demande en fait d'être le consultant en écriture de ce projet.
J'ai présenté Emmanuel à Saïd et heureusement ils se sont hyper bien entendus et donc Emmanuel a accompagné l'écriture du projet. Il n'a pas écrit mais par contre il a fait des retours hyper précis à chaque version sur mais comment tu filmes ça, qu'est-ce que tu filmes, où est-ce que tu te places, et ça a complètement nourri l'écriture du point de vue de la réflexion d'un réalisateur chef-op avec un réalisateur chef-op. Et on est sorti avec un dossier qui était vraiment très fort et les commissions suivantes en ont témoigné. Donc on a eu l'aide au cinéma du monde, on a eu la région des Pays de la Loire en production, on a bien avancé sur les financements français. Mais ça ne suffit pas parce que quand on a fait tout ça, on est à 200 000 euros, 270 000 euros, avec des fonds étrangers aussi, mais ce n'est pas du tout suffisant pour un projet qui va prendre 5 ans. Et AEAVE, on s'était fait des super bons amis producteurs et tout le monde nous disait « mais moi je peux t'aider, mais moi je peux t'aider ». Donc il y en a différents qui ont essayé de lever des fonds dans leur pays, qui n'ont pas réussi. Et puis au final, il y a BIN qui est en Hollande et Akafilm en Suisse, qui ont réussi à lever des fonds dans leur pays, qui s'y sont pris 2 fois, qui se sont bananés 2 fois dans leurs fonds, et qu'on dit c'est pas grave, on y retourne. Donc ça a pris au moins 1 an le temps qu'ils aient leur financement. Pendant ce temps-là, Saïd avait eu le temps de faire une grosse dépression. Il ne savait plus ce qu'il faisait comme film. Enfin, il y a eu des moments quand même assez difficiles pour lui surtout, mais moi j'étais un peu serre les fesses parce que mes associés étaient là. Alors t'en es où de ce film? Je ne sais pas où j'en suis. Mais bon, pour moi, le risque n'était pas le même qu'évidemment pour Saïd, qui lui avait un rapport. Je suis jamais allée en Birmanie, en fait, j'ai pas rencontré la famille. Lui, il était vraiment sur le gris. Et donc les coproducteurs, c'était génial parce qu'ils nous ont amené une nouvelle énergie, un nouveau regard sur le projet, des financements, des collaborateurs artistiques. Et donc on avait tout hyper bien diviser le travail. Donc on allait faire un vrai tournage officiel de production, ce pourquoi on attendait officiellement rentrer en production. Le Cinéma du Monde, on l'a eu en 2018, on a eu le chiffrage en 2019 et on a signé la convention en 2020. C'est-à-dire que je repoussais tout le temps le truc parce que je ne pouvais pas signer la convention et demander l'agrément en France tant que je n'avais pas la coproduction étrangère en place et opérationnelle. Parce que la demande d'agrément, ça se fait au moment du tournage et qu'on ne pouvait pas partir en tournage tant que les autres n'étaient pas prêts. Et le Covid est arrivé. Et puis après, il y a eu un coup d'État. Et donc, on n'a jamais pu faire notre tournage officiel. On avait attendu parce qu'on avait absolument voulu déposer à Eurimage, qui est un gros fonds européen. On avait tout bien fait pour Eurimage. On s'est repris 6 mois dans la vue et on s'est banané, on ne l'a pas eu. Donc tout ça fait qu'on n'avait plus de possibilité de tournage. L'équipe hollandaise, elle ne pouvait plus bosser sur le film parce qu'on ne pouvait pas partir en Birmanie et l'équipe son suisse non plus. Donc on a imaginé un truc complètement fou en fait. Parce que dans le film, il y a toute une dimension mystique et donc il y a un personnage de dragon en fait. Il y a une métaphore avec le dragon. Et donc, on a décidé de construire une grosse boîte avec des tas de lumière, enfin un rêve de chef-op, avec un gros serpent noir dedans. Et on a filmé le dragon. C'était notre tournage en Hollande. Ça a duré 2 jours. Donc ça, c'est de la recette de cuisine. Mais enfin, bon, le producteur hollandais l'a officialisé dans un article de presse. Il l'a raconté, donc c'est bon. Mais c'est vrai que le fond, il a quand même fallu qu'il déglutisse un peu et qu'il s'assoie sur tout ce qu'on leur avait promis. Mais bon, le Covid était quand même, c'était une bonne excuse. Et par contre, on a mis un énorme paquet sur la post-production son et sur la post-production image, donc son en Suisse et image en Hollande. Et le son, heureusement, parce que franchement, l'ingé son, quand il a reçu les fichiers, il a fait « mais qu'est-ce que tu as fait quoi ? C'était quoi ton micro quand même ?» C'était quand même très, très compliqué. Donc il y a eu énormément de bruitage. Le bruitage a été fait au Brésil. Ils avaient un plan au Brésil. Et voilà, et il y a eu 25 semaines de montage avec Catherine Rascon à Paris, qui ont été saucissonnées à peu près 4 fois pour nous permettre d'avancer, de regarder nos images, de les envoyer à des fonds, de nous remettre au travail sur le tournage. Donc voilà. Et je crois que c'est à peu près ce que je dois dire. Tu m'as vu mettre le micro à la bouche. Ouais, je te vois, puis je crois que j'ai à peu près... Merci Estelle. Il y avait une question quand même qu'on voulait poser, c'est que tu as beaucoup parlé de choses qui sont faites extra-régionales. On sait que ce n'est pas quand même les mêmes contraintes qu'en fiction.
C'est parfois plus facile ou moins facile. Mais est-ce que tu peux, alors pas forcément que sur ce film-là, et très rapidement, nous dire voilà, comment est-ce que tu sollicites la filière à certains endroits et quels sont les manques ou les trous dans la raquette qu'on pourrait combler éventuellement à l'avenir? Un peu vite parce qu'on en reparlera non, mais ça, après, c'est l'exemple de film qui est super bien pour la coproduction internationale. C'est pas le meilleur exemple pour ce qu'on a mis en œuvre de ressources régionales. Par contre, il y a des films comme Zinder de Aïcha Maki, dont Julien Bossé est devenu le chef-op attitré. Enfin, c'est son deuxième film et ils ont une superbe collaboration qui s'est lancée. Là, Jérémy Albert revient de tournage en Islande sur un film qui s'appelle Polaris. Ou du Groenland. Martin Grassino a monté Ainsi soit-elle, qu'il avait fait le montage son de Ainsi soit-elle, qui était en coproduction avec Metafilm au Canada. Enfin, on a beaucoup mis en œuvre parce que la politique de la région, c'est évidemment de nous encourager aux dépenses régionales, comme dans toutes les régions. À chaque fois, on essaie de réfléchir avec qui on peut travailler, comment on peut travailler pour créer des relations durables, mais aussi, évidemment, on a aussi travaillé avec La Poste à Angers sur un film coproduit avec la Grèce qui se tourne en Amérique du Sud. Et donc, on amène des techniciens et des techniciennes et des collaborateurs artistiques dont on sait qu'ils vont pouvoir comprendre quand même la gymnastique de la coproduction, du travail avec des collaborateurs étrangers, parfois en anglais, avec des normes techniques différentes. Et puis, on a aussi travaillé avec Produire au Sud. Transition toute trouvée. Et en gros, là, on vient de voir que tu allais d'ici à l'international. Et effectivement, toi, Guillaume, c'est l'international qui vient à Nantes. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voulait s'intéresser à deux choses. C'est la question, la notion de sujet. Effectivement, on voit bien, la réalisatrice en parle, c'est à un moment donné comment un sujet universel. Et donc ça, c'est intéressant, parce qu'on imagine que vous travaillez là-dessus, comme c'est des projets qui viennent de partout dans le monde, comment ils vont parler à d'autres. Et puis, après, ce qu'on s'était dit aussi, c'est comment on peut faire en sorte que la filière ici, à la fois de production, mais pourquoi pas aussi de post-production, comme c'est évoqué un peu, puisse interagir avec Produire au Sud. Donc, Produire au Sud est un atelier qui accueille, sur la base d'une sélection assez dure, parce qu'on reçoit beaucoup de projets, des binômes qui portent un projet de fiction qui est à l'état de développement. Et la particularité de Produire au Sud, qui est le programme industrie, on appelle ça comme ça, qui est rattaché au Festival des Trois Continents, comme il en existe d'ailleurs beaucoup d'autres programmes industrie dans d'autres festivals en Europe et partout dans le monde, a cette spécificité de sélectionner des producteurs qui sont débutants ou qui lancent leur carrière au niveau international. Donc l'habitude que nous on a par rapport à beaucoup d'autres plateformes qui peuvent recevoir des projets plus matures ou plus aboutis au niveau de l'histoire, de la présentation du dossier, du scénario lui-même, c'est d'essayer de sentir, c'est toute la délicatesse de notre processus de sélection, d'essayer de sentir quel pourrait être le bon futur producteur ou le futur réalisateur, s'il n'est pas déjà émergé, en tout cas qui peut, sur la base de ce qu'il présente, pouvoir développer un projet qui soit intéressant. Donc chaque année, on rassemble 6 binômes du monde entier, donc du monde entier, des 3 continents, Afrique, Amérique latine et Asie. Deria et Nefes, qui étaient à Nantes en 2016, en parlent. Leur grand apprentissage, ça a été le grand apport, ça a été cette semaine passée avec non pas des intervenants européens uniquement qui apportent des outils de travail sur divers champs de ce qui va leur permettre de développer leur film de l'étape d'écriture jusqu'à la sortie du film, mais plutôt cette incubation avec d'autres projets des 3 continents dans cette idée très, je pense que ça reste un aspect assez fort de ce que Produire au Sud peut proposer, de passer du temps avec des professionnels d'autres pays.
qui se battent eux-mêmes contre les difficultés à monter des films, à les écrire, et donc d'inspirer les uns les autres, de se laisser inspirer par la capacité que chacun a à trouver la voie de la fabrication des films. Voilà, sur l'ADN, on va dire, de Produire au Sud. Il n'y a pas de compétition. Donc ça, c'est très important pour expliquer l'ambiance que peut régner pendant toute une semaine au sein du groupe. Pas de compétition, parce qu'on estime que les films, étant extrêmement verts et au début de leur travail de développement, n'ont pas encore fini de délivrer tout leur potentiel artistique ou en matière de possibilités de coproduction. Donc ça ne fait pas beaucoup de sens d'en récompenser un plus que d'autres. Et l'autre aspect de la proposition Produire au Sud, que moi je prends en charge après la sélection des ateliers, c'est le suivi, l'accompagnement de ces passages. Donc 6 binômes, c'est pas énorme, on pourrait en sélectionner beaucoup plus, en tout cas plus, comme il existe beaucoup plus de monde dans d'autres plateformes à l'international. L'idée pour moi, et là où moi je place mon travail, c'est celui de l'accompagnement individuel, c'est-à-dire au moins d'avoir le temps sur une semaine de pouvoir rencontrer les 12 participants, réalisateurs et producteurs, qui permettra d'affiner davantage l'accompagnement possible dans les mois ou dans les années qui suivent, au niveau de renseignements comme une aide, vous parliez de stratégie de production, mais de pouvoir orienter vers un fonds ou un autre, de pouvoir proposer un technicien européen dont ils auraient besoin, ou tout simplement des lettres de recommandation, puisqu'on se connaît bien, ou pousser un petit peu un projet auprès de camarades d'autres plateformes européennes ou internationales. Voilà. Le format de Produire au Sud, et c'est peut-être ce qui va faire le pont avec la deuxième partie de la réponse, c'est donc un atelier principal, que je dis principal parce que c'est pour lequel l'appel à candidature est ouvert aux 3 continents, qui se situe donc dans le cadre du Festival des 3 continents fin novembre tous les ans. Et je mène aussi l'organisation de 6 autres ateliers, sensiblement du même format, 5 à 7 jours, en tout cas de la même philosophie, mais eux s'organisent à l'étranger, dans cette idée première d'aller à la rencontre des producteurs et des réalisateurs, là où ils travaillent, là où ils sont, et au plus proche des réalités qui font leur possibilité de production ou de travail entre eux. Donc c'est 6 ateliers en tout, à Taïwan, Thaïlande, Inde, Israël, Afrique du Sud, Maroc. Donc c'est une formule qui fonctionne très, très bien, j'allais dire, qui a fait suffisamment ses preuves, mais qui amène à parler de ce paradoxe un peu particulier, qui est une forme de reconnaissance assez large et grande, voire grandissante au niveau international, voire au niveau européen, puisque beaucoup de mes homologues du Festival de Berlin, de Locarno, de Venise, moi je les considère quasiment comme alors pas comme des collègues, mais en tout cas des interlocuteurs privilégiés, puisqu'on fait à peu près le même travail sur nos plateformes respectives. Et ce paradoxe avec le fait qu'au niveau local et au niveau régional, il y a une sorte de déficit d'information sur ce programme qui va fêter ses 20 ans. Qui n'a malheureusement pas attendu la reconnaissance, j'allais dire, locale et régionale, ou les collaborations pour avancer et faire ces grandes lettres. Moi, je déplore cette situation, évidemment. Ça fait quelques années qu'on a initié un partenariat avec la plateforme en organisant des rencontres professionnelles autour de sujets que charrie, on va dire, toute la formation Produire au Sud, et on s'est assez vite rendu compte qu'il était assez difficile d'orienter un partenariat axé sur les enjeux de production ou de coproduction avec l'international
mais plutôt sur la question de l'écriture, qui est certes pas en dehors de nos préoccupations, mais qui n'est pas le cœur de ce qu'est Produire au Sud depuis l'année 2000, où l'idée initiale était celle de rapprocher des producteurs français, européens et internationaux pour établir un même langage et ainsi pouvoir coproduire. Donc là, la question est évidemment qui reste en suspens. Il n'y a pour l'instant pas forcément de réponse, il y a des éléments de réponse, mais comment rapprocher un opérateur régional, celui du Festival des Trois Continents, de Produire au Sud, de la réalité de ce qui se passe dans la région en termes de coproduction internationale, pour essayer de faire en sorte que ce soit un creuset très singulier et quasiment unique, enfin de faire de ce creuset unique une source de propositions de projets qui arriverait de manière privilégiée et automatique dans la région. L'ensemble de tous les ateliers que je vous décris, là, ça représente à peu près la sélection d'une 40aine de projets tout au long de l'année. 40 binômes qui ont des projets. Alors il y a 6 sur les 7 ateliers qui sont des ateliers où on sélectionne uniquement des projets de fiction. Et on a un atelier en partenariat avec le FIDADOC à Agadir, au Maroc, où Estelle a travaillé 4 ans en tant qu'intervenante de production. Mais ça fait 40 projets qui potentiellement peuvent arriver sur un plateau en argent à des producteurs, acteurs, professionnels de la région qui pourraient s'en saisir. Je parle au conditionnel encore parce que la question n'est encore pas à cette étape-là, sachant que les projets auront déjà bénéficié de l'expertise on va dire de la formation de Produire au Sud et auront déjà eu une étape de validation, on va dire artistique, validation d'un certain potentiel sur le champ de la coproduction, avec une première étape ou une étape supplémentaire en tout cas de développement sur le scénario. Donc essayer de réduire cet écart des deux échelles internationales et régionales ou interrégionales, on verra ça avec toi Pierre, mais en tout cas d'essayer de faire en sorte, moi je m'en fiche, j'ai pas envie qu'on parle particulièrement du programme parce que j'ai fabriqué les 10 dernières années. Ce qui est important, c'est plutôt le fait que les projets sont là et les projets sont pour la plupart mûrs pour pouvoir rencontrer des potentiels partenaires, producteurs ou autres d'ailleurs, parce que le champ de la post-production, par exemple, peut aussi être quelque chose qu'on peut évaluer de près. C'est un peu plus complexe, parce que ça voudrait dire de s'entendre avec des projets qui sont au tout début de leur développement, de leur existence, de parier sur le fait que dans X années, parce qu'on parle beaucoup d'années, 8 ans pour toi Fred, et puis 5 ans pour toi Estelle, un retour dans les Pays de la Loire ou à Nantes ou dans l'Ouest pour essayer de rentrer dans un studio qui permettrait de travailler le son, etc., en dehors de la propre réalité de travail des participants boliviens, du Myanmar, etc., qui ont évidemment leur propre réseau, eux, professionnel. Oui, puis on le voit bien dans les exemples qu'on a vus avant, c'est qu'à un moment donné, toute coproduction internationale implique pour chacun des coproducteurs des dépenses sur ces territoires, et qu'effectivement, on voit que le point de départ quand même de ce maillage du local à l'international, en tout cas de la coproduction internationale, c'est de trouver des partenaires de production qui auront soit par obligation, soit par envie personnelle de localiser autour de chez eux une partie de la production. Et donc effectivement, l'un des enjeux de faire un peu la promotion à la fois de Produire au Sud et, on en discutait en préparation, de créer plus qu'une information, mais clairement les conditions d'une rencontre avec Produire au Sud, et que tous ceux qui sont à la fois compétents, intéressés, aventuriers, enfin voilà, tout ce qui a été décrit avant en termes de compétences, d'envie, puisse se faire aussi ici, parce que je pense que maintenant, voilà, l'information est passée, et je pense qu'il faut qu'on passe à l'étape suivante. Et avant de pouvoir localiser et d'avoir des expériences de fiction comme
comme l'a décrit Fred, il faut que du coup on arrive à créer un maillage de discussion. Ce que tu dis là est très important, je pense, et peut-être que là où moi j'en suis dans la réflexion, c'est que chose qui a trop peu existé jusqu'à présent, je pense, c'est juste la mise en contact et en relation. Parce que parler de coproduction, c'est déjà induire le fait que ça pourrait intéresser que des producteurs. Or, dans la salle, il y a des auteurs, viennent de tous les pays dont je décrivais, des scénaristes, réalisateurs. Je suis prêt à parier que la rencontre de deux auteurs de deux pays différents, rencontre certes improbable sur le papier, mais en même temps qui est rendue possible parce qu'ils sont là à un moment donné pendant une semaine à Nantes, eh bien c'est quelque chose qu'on peut peut-être regarder d'un peu plus près pour en tout cas donner un supplément d'âme à la proposition que nous on fait depuis Produire au Sud, avec un écho sur les territoires et auprès de professionnels, toutes corporations différentes qui ne savent pas encore, qui sont très intéressés par l'échange international. Ils ne le savent encore pas puisqu'ils n'ont pas l'occasion d'en rencontrer. Super. Du coup, transition toute trouvée avec Pierre. Non, on a pris note, c'est dans l'agenda. Oui, c'est bien noté. Et donc, j'ai pas donné les dates, il y a des flyers qui circulent d'ailleurs. Transition avec Pierre, effectivement, à la fois sur, évidemment, le rôle des fonds de soutien et des politiques publiques, ça c'est évident. On peut juste rappeler que du coup, cet été, il y a eu, donc Estelle parlait de AVE, et cet été, les trois régions, donc Centre, Pays de la Loire et Bretagne, se sont associés pour permettre à des productrices et des producteurs de ces trois régions d'assister à une partie de la session de AVE qui avait lieu à Orléans. Donc c'était une initiative pour effectivement mettre en proximité comme ça des gens qui avaient une envie naissante ou une curiosité vis-à-vis de l'international ou clairement le désir d'y aller, de donner un peu des clés d'accès et de compréhension. Et ça, j'ai l'impression que c'est une première étape vers une politique beaucoup plus volontariste vers l'international. Ouais, tout à fait. Donc merci. Voilà, écoute, tu as tout résumé. Non, alors, c'est vrai que AVE, en fait, c'est un peu prendre l'histoire par la fin. Du coup, je pense que c'est pas inintéressant de recontextualiser depuis le début, parce que pour arriver à AVE, il y a quand même 5 ans de boulot préalable. Et donc du coup il faut repartir depuis le début, flashback, voilà, et il faut repartir quand même parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut repartir à l'arrivée de Philippe Germain à la direction de Cyclic. Donc Philippe Germain, pour ceux qui ne le connaissent pas, directeur général de Cyclic, qui est également l'un des créateurs de la PCVL, donc l'un des premiers fonds régionaux créés dans les années 90. À l'origine de la politique de décentralisation et des premières politiques de concertation avec le CNC. Donc les premières conventions État-région ont été signées avec la région Centre-Val de Loire. Et c'est Philippe notamment, pas seul, il y avait toujours son acolyte Jean-Raymond Garcia, qui ont inventé ça. Et Philippe est arrivé en 2015 et regarde l'état de la politique en région Centre-Val de Loire sur le cinéma et l'audiovisuel, et il dit en fait, on va falloir qu'on change parce que ça va pas. On va falloir qu'on change pour plusieurs raisons. Les premières, c'est les réformes territoriales, loi NOTRe, loi MAPTAM, création des métropoles, fusion des régions, délégation aux régions des compétences économiques, création avec les métropoles aussi de compétences d'attractivité territoriale des métropoles, et alors c'est là où le bas blesse et où tout le monde a un peu flippé en 2015, la compétence culture qui devient une compétence partagée, c'est-à-dire que la région qui avait obligation d'intervenir sur les financements de la culture, en tout cas qui avait pris cette responsabilité-là après leur création, se voit dans une obligation de se concerter avec les métropoles, de se concerter avec les départements et les villes pour financer la culture. Donc grosse inquiétude en 2015, que tout le monde se dit mais les régions vont se désengager des financements. Donc nous, on arrive dans cet état-là avec la région Centre-Val de Loire qui ne fusionne pas, contrairement à la Nouvelle-Aquitaine qui représente, comme tu disais, maintenant un quart du territoire français, qui voit son fonds de soutien quadruplé, parce que maintenant ils sont autour de 8 millions. Les Hauts-de-France, avec l'arrivée de Bertrand, qui passe pareil autour de 10 millions de fonds de soutien. Nous, on était toujours avec nos 2 millions 2.
et une politique territoriale qui, au bout de 20 ans, donc mis en place dans les années 90, grosso modo, consiste, je trouve, enfin, voilà, c'est un avis très personnel, mais que je peux partager avec beaucoup, qui consiste essentiellement aux régions à se tirer la bourre pour obtenir le maximum de tournage sur les territoires. Globalement, mais ce qui était, enfin, bon, voilà, qui a une politique qui a eu des effets hyper bénéfiques. Hein, je veux dire, s'il n'y avait pas eu ces politiques-là dans les années 90, il n'y aurait pas eu de filière qui se serait développée. Paris aurait certainement pas pris conscience qu'il y avait de l'électricité et Internet en région. Voilà, et donc il y avait possibilité de tourner en région. Donc ça a eu des effets hyper bénéfiques. Le problème, c'est que au lieu de continuer à être dans cette logique de décentralisation territoire avec territoire pour développer des filières en concurrence ou en tout cas en complémentarité de Paris, on est arrivé dans une logique de concurrence de région à région. Et ce qui pose parfois des problèmes, justement, comme vous le disiez, d'obligation de dépenses territoriales, où en fait, au lieu d'être en concurrence à Paris, parce que finalement d'attirer des tournages de Paris sur les territoires, on en arrive à sédentariser des filières techniques, ce qui est un peu problématique, je trouve, parce que a priori, je me dis que sur l'intermittence et sur ces compétences-là, quand on travaille dans ces métiers-là, c'est aussi qu'il y a un métier passion, donc on se dit que pourquoi ne pas avoir la possibilité de suivre le tournage sur toute sa durée, quoi. Pourquoi être limité par le fonds de soutien et l'obligation territoriale? Bref, donc c'est un peu aberrant. Bref, donc on en arrive dans cette situation-là, et nous de se dire, bon, avec 2,2 millions, les gars, si on continue à chercher à faire la concurrence avec la Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France, on est mort, on ne sert plus à rien, quoi. Enfin, puis bon. Donc du coup, Philippe arrive et se dit, bon, bah, ok, on va amorcer une concertation. Ça tombe bien, la région a amorcé également une concertation en 2017 avec les États généraux de la culture. Disant, à quoi on sert? Vraiment la question centrale, question de base, à quoi on sert? À quoi ça sert de financer la création cinématographique audiovisuelle? Et on en arrive avec, alors c'est un peu provocateur, hein, mais on en arrive à en revenir au b.a.-ba, quoi. Voilà. Notre rôle à nous, c'est de soutenir la création cinématographique audiovisuelle dans toute sa diversité, quelle que soit l'identité ou la nationalité des créateurs. Et en même temps, on a une responsabilité régionale particulière à l'égard de notre filière, et il faut qu'on soit là pour l'aider à se structurer. Ça, c'est le début. Voilà. Et donc, du coup, si notre objectif c'est de répondre aux besoins aussi de la filière régionale, il faut qu'on concerte avec la politique, avec la filière régionale. Donc, il faut mettre ça en place aussi. Donc, c'est déjà le point de départ. Il est là, c'est de se dire, ok, en fait, notre projet territorial, il se pense avec le territoire. Voilà. Ensuite, se pose la deuxième chose. Donc, en fait, il faut aussi savoir qui on est, en fait, avant de développer quoi que ce soit. Tu restes dans le court-métrage, quand même. Ouais. Mais du coup, on prend conscience aussi que les producteurs régionaux qui s'étaient installés chez nous, ils ne nous avaient pas attendu pour se développer au niveau international. Que de fait, comme le rappelait Estelle, le développement à l'international est souvent en fait, la solution pour contourner la problématique et le plafond de verre qui s'appelle le périph' parisien, et que c'est une manière en fait, de gagner en notoriété pour ensuite être en capacité de choper des télédiffuseurs ou des diffuseurs plus importants, la Lucarne, etc. Si on fait du Doc, Arte, enfin bref, on peut en citer plusieurs, vous les connaissez tous. Donc, on se dit, ok, le développement international, c'est hyper intéressant. Il y a quelque chose à faire. Si on veut structurer du coup la filière, si notre rôle est de structurer la filière, le développement international va être hyper central. Et juste puis, une parenthèse, ouais. Vous avez pris cette décision-là parce que vous aviez des acteurs sur place qui avaient fait cette démarche-là? Alors, il y a deux choses. Est venue de vous au départ? Alors, il y a deux choses. Je dirais que c'est un double mouvement. La première, elle est le constat qu'il y a des gens qui, sur le territoire, se développent internationalement. Que depuis 20 ans, depuis déjà une petite vingtaine d'années, on s'était développé beaucoup sur l'animation et que l'animation, par essence, est déjà hyper ouverte sur l'international et que Cyclic Animation... en fait, je vais vous expliquer, mais on a généralisé le fonctionnement de Cyclic Animation à l'ensemble du fonds de soutien de Cyclic. C'est-à-dire que Cyclic Animation fonctionne toujours de la même manière suivante, c'est on va chercher des talents à l'étranger et on ne leur demande pas de dépenser de l'argent sur notre territoire, mais de venir en résidence chez nous. Et en fait, c'est ce que tu fais avec Produire au Sud. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des work in progress avec la possibilité de rencontrer des producteurs du territoire pour des auteurs qui n'en ont pas, ou qui ont des producteurs et qui cherchent des coproducteurs français. Parce qu'on a des fonds de soutien qui sont internationalisés et qui n'ont pas forcément d'obligation de dépenses territoriales. Bref, bon, mais ça, c'est ça. L'obligation de dépenses territoriales, il y a beaucoup de choses à en redire. Moi, je ne suis pas spécialement pour. En tout cas, je pense que ce n'est pas un critère qui doit être généralisé. Sur la production, ça s'entend, mais je pense qu'il faut voir de quelle manière. Et puis peut-être qu'il faut faire la distinction entre des films
issus du territoire, donc de production territoriale, et des films qui sont extérieurs au territoire et qu'on veut faire tourner sur le territoire. Enfin, on l'a vu avec le Covid, et tu le rappelles ici, enfin tu le rappelais Estelle aussi, toutes les obligations de dépenses territoriales ont mis à mal les productions internationales. Et tout ce qui se disait, tous les producteurs disaient, mais en fait je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir faire mon film, non pas parce que je n'ai pas les moyens, parce que j'ai l'argent, mais parce qu'il faut que je respecte ces putains d'obligations de dépenses sur le territoire. Voilà, et je ne sais pas comment le dépenser, parce que j'ai 100 000 € à dépenser en Islande et que je suis bloqué chez moi. Donc voilà, ça ne marche pas. Donc il y a un peu ce truc-là, je pense, c'est intéressant à revoir. Bref, donc il y a déjà ce mouvement-là où on prend le constat. La deuxième chose, c'est que dans cette logique-là politique que j'ai contextualisée, il y avait, au-delà du risque que la région se désengage, enfin que les régions se désengagent de la culture, c'était aussi qu'on prenait conscience que la culture n'était plus une priorité. Enfin, en tout cas, je veux dire, réglementairement, je veux dire, sur les compétences qui étaient attribuées aux régions, la culture n'était plus considérée comme une priorité absolue. Ce qui était mis au cœur des projets territoriaux, c'était le développement territorial et le développement économique. Et donc, le travail qu'on a fait à partir de ce moment-là, pour nous, c'était de démontrer, et ça a été tout le travail pédagogique, que la culture, c'était pas qu'un coup, qu'on n'avait pas à rester une direction ou un secteur indépendant, mis de côté, qu'on finance quand on a un peu d'argent, parce que bon, bah voilà, mais qu'on contribuait bien à un projet politique global, qu'on contribuait bien à une logique d'attractivité territoriale et de développement économique aussi, que les techniciens sont des gens qui habitent sur le territoire, qui achètent sur le territoire, qui vivent, voilà. Les auteurs, pareil, et que les producteurs, ce sont des gens qui engagent, qui embauchent, voilà, qui développent des sociétés, qui vont chercher des investissements étrangers, etc. Ça a été tout notre travail. En fait, ça a été notre premier travail. Il a été de décloisonner cyclique du secteur culturel, exclusivement, de faire comprendre que sans perdre la spécificité culturelle et sans perdre la spécificité du cinéma et de l'audiovisuel, on contribuait à un projet plus large. Et donc c'est là où le développement international était aussi hyper stratégique pour nous. C'est-à-dire que partir du principe qu'on allait se développer à l'international, c'était aussi présenter aux élus politiques, parce qu'il a fallu tout ça aussi négocier avec les élus politiques, qu'on allait contribuer à exporter une image de la région à l'extérieur de France. Il ne s'agissait pas simplement de dire, parce qu'on avait des résultats en tant qu'agence plutôt bons, hein, je veux dire, dans les films soutenus, voilà, mais qui étaient issus de Paris, qui étaient issus d'autres trucs. Là, il s'agissait de dire, attention, on change la donne. On n'est pas là simplement pour valoriser l'argent qu'on a financé de projets extérieurs à la région et de dire « Oh super, ça a fait un super film ». Non, on est là pour dire, et moi c'est là où je trouve que la décentralisation, on passe à un niveau supérieur, on a du talent en région et en fait on peut faire des choses qui sont issues de la région. Et c'est ces choses-là qu'on va promouvoir. Et donc on promeut un territoire, on promeut des ressources, on promeut des compétences, on promeut des gens. Et en fait, du coup, c'est là où du coup aussi le process de concertation est hyper nécessaire, parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas t'adresser à une autre personne. Tu disais, Estelle, que c'était une logique de réseau, qu'il fallait aimer les gens. Quand on s'adresse à quelqu'un, il faut savoir qui on est, où on se situe, ce qu'on a à proposer. Et donc, ça pose la question de la structuration de la filière, intrinsèquement. Si ta filière elle est complètement déstructurée, si tu ne mets pas les choses en ordre de marche en interne, il n'y a aucune chance d'être attractif à l'extérieur. Tu vas présenter un truc un peu brouillon, etc. Donc il y a eu le travail de concertation qui a été mis en place. Donc on a poussé les producteurs et les professionnels, alors ça a commencé avec les producteurs, mais les professionnels dans leur ensemble à se constituer autour de collectifs, en s'inspirant de ce que vous avez à la plateforme, en disant s'il vous plaît, structurez-vous, on a besoin de vous, on a besoin de montrer que voilà, l'agence est cyclique et le cinéma, l'audiovisuel, c'est pas simplement financer des films extérieurs, c'est financer des gens du territoire, et que du coup on porte avec vous un projet commun. Ça a été la mise en place, la réflexion aussi, toute une refonte du fonds de soutien. Ça, c'était la deuxième étape. La mise en place d'un contrat d'objectifs et de moyens, évidemment. Alors... non, mais je le dis parce que globalement, quand même, il faut savoir, nous, on a fait toutes ces réformes-là à fond constant. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucun moyen supplémentaire de mis en place. On a détruit, on a annulé le fonds de soutien à la production long métrage pour créer le COM. Parce qu'on n'avait pas d'autres moyens, en fait. Un choix hyper fort à l'époque. Oui, tout le monde nous a un peu regardé de travers. Moi, je me souviens du SPIC qui venait me voir en me disant
C'est vrai que vous arrêtez. Alors le SPI, le syndicat des producteurs indépendants, qui voilà, un interlocuteur historique en plus pour nous à Cyclic, avec qui on travaille souvent. Le collectif des techniciens aussi régionaux, qui en a pris vraiment ombrage, qui a considéré que du coup on leur faisait un enfant dans le dos. Voilà, enfin, ça a été très difficile, hein, ça a été des périodes très très compliquées, parce que qui dit concertation ne dit pas co-construction. Concertation, ça veut dire on écoute, on essaye de comprendre, on dialogue, etc. Mais la décision définitive, ça reste une décision institutionnelle. Et c'est là où en fait où l'institution, c'est un peu son rôle qui est un peu difficile et parfois un peu compliqué à comprendre. On est garant d'un intérêt général et pas de la somme des intérêts individuels. Donc il y avait un choix à faire sur une économie qui était la nôtre. Voilà. Et donc sur la structuration de la filière, le contrat d'objectifs et de moyens nous paraissait, en tout cas sur la durée, prioritaire. Mais ça a été douloureux parce que entre 2017 et on va dire 2019, il y a eu des périodes de creux. On peut le dire, hein, c'est dans les bilans objectifs sur l'accueil de tournage. Ça a été très très dur, parce qu'il a fallu opérer une bascule. Et est-ce que le COM permet de lancer des projets internationaux ou pas? Oui, alors maintenant oui. Alors en fait voilà. Donc après, une fois que tu as développé ton fonds de soutien, que tu as fait le constat de ce que tu avais sur le territoire, que tu as mis en place les outils favorisant la structuration et le développement à l'international, tu rentres dans la logique de promotion. Et donc là, du coup, c'est toute une logique de délégation à l'international, d'identification de la région et de l'écosystème à l'international, aller dans les principaux marchés internationaux, se faire identifier. Et alors c'est là où l'interrégionalité aussi devient intéressante, c'est que du coup, quand on rentre à l'international, on se rend compte d'un truc, et c'est là où moi je trouve que mon boulot il est fantastique en ce moment, c'est que moi je suis plus en concurrence avec n'importe quel autre territoire. Non, je m'en moque. En fait, ce qui importe à l'international, c'est que je sois français. C'est bête, hein, mais ce qui importe à l'international, c'est que je sois une porte d'entrée. Alors quand je dis moi, c'est pas moi, enfin, c'est la région centre, les professionnels, soit une porte d'entrée au CNC. C'est l'Eldorado, quoi. Donc mon boulot, et surtout si mon boulot c'est de structurer, de contribuer, notre boulot avec l'équipe c'est de structurer contribuer à la structuration de la filière, notre boulot il est de faire en sorte que les films se fassent, et donc du coup de travailler main dans la main avec les autres régions. Donc du coup, une fois qu'on a fait cette identification-là, le COM, oui, il est hyper utile, parce que le COM il nous permet de dire quand je vais au Canada, mais tu sais, des télédiffuseurs on en a. Ils sont en capacité de te financer ton film, ils sont en capacité de financer ta production. Et puis si tu as ça, du coup, tu peux aller financer ton film à l'audiovisuel, avec le fonds de soutien à l'audiovisuel. Bien sûr, il te faut ton producteur. En fait, vraiment, ce qui incarne le plus, je trouve, la manière dont on a pensé du local à l'international, parce que j'avoue, la formule initiale était de Philippe Germain, du local à l'international, je l'en mets aussi là-dessus. Hein. L'as de la formule, c'est le Codev international. C'est... il y avait plein d'autres qui avaient pensé, mais c'est juste qu'il adore cette formule. Non, mais t'es bon dans la promotion de la région Centre-Val. Non, mais voilà. Mais du coup, et donc le co-développement international, la grande pirouette qu'on a faite, c'était effectivement de casser la logique de retombée économique immédiate pour aller sur une logique de retombée à long terme et de structuration de filière. Donc en fait, c'est on donne 40 000 euros sans obligation de dépenses territoriales, à condition que tu travailles avec un producteur de la région. Voilà. Et donc là, en fait, je trouve que ça pour quel type de projet? Long métrage, pour le moment, c'est long métrage. Mais du coup, on a développé cette logique-là avec le reste. Aujourd'hui, on est en train de conclure un dispositif de co-développement international avec le Canada, avec le Fonds Média canadien, à concurrence de 100 000 euros, sur du développement documentaire, donc écriture, développement documentaire, fiction télé et fiction d'animation. Donc le FMC va nous financer 100 000 euros. Donc en fait, ça va être un double financement, c'est-à-dire qu'on va donner 15 000 euros au développement d'un documentaire. Pour peu qu'il soit co-développé avec un producteur canadien, le FMC rajoute 15 000 euros supplémentaires derrière. Et en fait, après, ce qu'on a fait, nous, fonctionne parce que c'est en adéquation avec notre territoire. Grosso modo, aujourd'hui, ce que je dis aux producteurs, c'est qu'on pense attractivité plus seulement en accueil de tournage, même si on le fait. Mais là, du coup, on le fait aussi avec l'international, avec le C2I, donc le crédit d'impôt à l'international, qui était géré par Film France, Feu Film France, qui est aujourd'hui absorbé par le CNC. Bref, donc géré par le CNC maintenant.
mais qui nous permet, par exemple, cette année, d'accueillir une série comme Serpent Queen sur plus de 2 mois et demi sur le territoire. Du coup, c'est des postes de régisseurs, de techniciens plateau, etc. Et tout le monde travaille. On a explosé les chiffres du bureau d'accueil des tournages aussi. Enfin, on a des meilleurs chiffres que ce qu'on avait pu avoir en 2017. Donc voilà, c'est une pirouette qui est progressive. Et on a un autre projet de série canadienne potentiellement qui arrive pour 2022. Mais tout ça, c'est du long terme. Je veux dire, Mais qu'on comprenne bien, parce que du coup, tu commences par dire qu'il y a quand même globalement un problème de concurrence avec des gros fonds, et que globalement, ces gros fonds vont plus facilement capter les tournages. Et si on comprend la logique, si j'ai tout compris aussi, c'est de se dire, étant donné que vous faites un travail de promotion énorme, c'est-à-dire que vous êtes là où les autres fonds d'aide, les autres fonds de soutien ne sont pas pour l'instant, et ce qui fait que vous avez une sorte de primeur de discussion avec certains projets, qui fait que même si votre montant de 40 000 euros, il n'est pas monumental, du coup. Alors, un peu, mais c'est une sorte d'effet levier, c'est ça? Alors, il y a deux choses, en fait, on est sur un effet levier. C'est-à-dire qu'avec un fonds de 2,2 millions, c'est pour ça aussi qu'on s'est dégagé de la production, c'est qu'en fait, la production nous prenait sur du long métrage, il faut monter au moins jusqu'à 150 000 euros si on veut être un minimum attractif. Grosso modo, ça venait ponctionner un bon tiers de notre fonds de soutien. Et en fait, on a fait le pas de côté. Ce que dit Estelle, en fait, quand on va sur du développement international, enfin, quand on va sur l'international, là où les sociétés de production ont besoin d'argent, c'est le développement. Parce que c'est le développement Enfin, c'est à cet endroit du développement que les sociétés ont le plus de coûts en propre. C'est-à-dire qu'il faut se déplacer sur les marchés, il faut payer les auteurs, il faut potentiellement faire des tests techniques ou aller faire des repérages. Donc ça fait aussi vivre en fait en partie des techniciens. Alors ça ne fait pas vivre autant de techniciens que sur un tournage, c'est sûr. Mais du coup, il y avait deux choses positives à cet endroit-là. C'est qu'en se mettant sur le développement, on était sur un endroit qui était très, très cohérent au vu d'une logique qui veut que en fait, le cinéma, c'est pas régional, c'est pas national, c'est international, c'est un marché international. Et c'est ce que je disais, quand on se développe à l'international, il faut savoir qui on est. Ce qui fait la spécificité d'une région, sur une région française, d'une institution française sur le marché international, c'est qu'on est un service public, c'est qu'on ne demande pas de droits sur les films, c'est qu'on finance pour soutenir la création, pas pour devenir producteur. On s'en moque de ça. Donc en fait, là où notre argent est le plus utile en tant qu'argent public, concrètement, je veux dire de manière globale, je veux dire, sur la création, c'est à l'écriture et au développement. À ces endroits-là où aucun investisseur privé va vouloir aller parce qu'il va prendre trop de risques, et où nous, justement, on est là pour rendre le projet possible. C'est parce que cet argent-là arrive au début que le film, après, a plus de chances de passer en prod. Et ça, cet engagement-là, il crée une certaine fidélité, il crée un vrai échange aussi avec les producteurs et les productions qu'on soutient. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a plus de facilité. Et l'autre chose, c'est que du coup, les projets, on les a repérés plus tôt. De deux, moi c'est ce que je dis, on est la bonne région pour venir si vous n'avez pas envie de tourner chez nous. Mais ça veut dire aussi que moi, honnêtement, si un jour j'arrive à retrouver de l'argent sur un soutien à la prod, ce que j'espère, parce qu'on y travaille, c'est de dire, en fait, je m'en moque que le film il soit tourné ou pas en région. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la structuration de la filière. C'est faire comme exactement fait Luxembourg. Le Luxembourg, aujourd'hui, il autorise des fonds de soutien à la production, mais il dit, tu ne tournes pas sur le Luxembourg, je m'en moque, tant que tu me prends des techniciens du Luxembourg et que tu les emmènes en Afrique, tu les emmènes en Australie, que tu les emmènes en Suisse. C'est là où ça devient pertinent, en fait. C'est-à-dire que, redonner en fait une dimension internationale à la création, de faire en sorte que donner les moyens à la création de traverser les frontières. Et tu peux donner des exemples un peu de montants justement de ces développements, de nombre de structures. Est-ce que voilà, alors, du coup, quantitativement, il se passe quoi? Alors, il y a plusieurs chiffres clés. Quand on a commencé sur le développement international, on avait 8-9 sociétés de production qui faisaient du développement international. Aujourd'hui, on en a 16 déjà. Voilà, on a l'année dernière, mais parce que l'année dernière, on a eu 7 sociétés de production qui sont installées sur le territoire régional, dont 2 émergent. Alors pourquoi? Plein de choses. Et parce que, en fait, alors il y a aussi autre chose, parce que on parle des fonds de soutien. L'autre chose qu'on a mis en place, c'est une vraie logique d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement à donner de l'argent. Il y a toute la logique d'accompagnement qu'on a mise en place. Et alors là, pour le coup, je disais, on a fait tout à fond constant. Il faut quand même saluer l'effort de la région de nous soutenir là-dessus. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné de l'argent pour qu'on puisse faire ce que vous faites en fait à la plateforme en partie. Du coup, avec les moyens qui sont les vôtres et tout ça. Mais ce que vous faites, même très bien, c'est toutes les rencontres, tous les apéros, cette rentrée, vous faites en sorte que les professionnels puissent se rencontrer. Donc ça, en fait, on en a les moyens aujourd'hui de le faire. Donc la plateforme
fantastique. Voilà, donc ça en fait aujourd'hui on assure cette mission-là parce que la structuration aujourd'hui des collectifs ne le permet pas. On a des producteurs qui sont souvent dans des sociétés unipersonnelles, donc en fait s'ils dégagent du temps sur l'animation de filière, c'est autant de temps qu'ils ont passé sur leur projet. Les techniciens, il faut qu'ils travaillent parce que sinon c'est pareil. Enfin, donc tout le monde est dans une précarité immense surtout. Donc pour le moment on assure cette mission-là. Néanmoins si un jour ils veulent la reprendre, on la délèguera avec plaisir. Voilà, donc ça c'est aussi ça. Et je pense que cette logique d'accompagnement, tout le programme d'accompagnement qu'on a mis en place, qui est annuel et sur lequel on communique pas mal, la logique de co-développement international qui fait aussi et d'accompagnement à l'international avec les délégations, le fait qu'on ait fait venir EAVE, c'est-à-dire après 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils n'étaient pas venus en France, c'est quand même grâce au Pays de la Loire, à la Bretagne et au Centre-Val de Loire que EAVE revient en France. Tout ça fait que, en fait, on a gagné une attractivité de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait comme les producteurs. Pour que notre région soit visible, on est passé à l'international parce que Paris ne nous voyait pas. Et aujourd'hui, en fait, voilà, le CNC, je travaille avec le CNC, certes, c'est un interlocuteur indéniable, central, mais ce n'est pas mon seul interlocuteur, en fait. On est en capacité, et c'est là où c'est chouette, de développer une politique de soutien qui est complémentaire de toutes les autres politiques de soutien. Donc on peut négocier au gré à gré avec le Canada pour trouver des manières de financer des fonds de co-développement. Ça peut être la même chose avec l'Allemagne. On est en discussion là, avec la SE, par exemple, pour voir ce qu'on peut faire, parce qu'ils font aussi du soutien livre et cinéma. Donc voilà, on est en train de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place. C'est aussi ce qui nous permet de travailler avec les Pays de la Loire et la Bretagne. Déjà sur la formation, mais là, par exemple, on a ouvert aussi, mais aussi parce qu'on a des élus qui ont été réceptifs, mais le fonds de soutien, notre bourse première œuvre, qui était un dispositif émergence à la base ouvert nationalement, on a décidé de le refermer à l'interrégionalité. C'est-à-dire, en fait, il faut que les émergences viennent soit de Bretagne, de Pays de la Loire ou de Centre-Val de Loire. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être bretons, ligériens ou du Centre-Val de Loire. Je ne sais pas comment on dit, les 103, je ne sais pas. J'ai jamais su. D'ailleurs, je viens de là, mais je ne sais pas quel est mon nom. Mais c'est de dire au moins qu'ils aient été accompagnés au préalable par une structure d'accompagnement régionale d'une de ces 3 régions. Voilà. Donc ça change complètement le paradigme, je trouve. En gros, tu veux dire que si on investit dans l'accompagnement et dans le développement, voire le co-développement, du coup, il y a plus de structures qui arrivent. Enfin, en tout cas, c'est ce que tu constates. Oui, c'est un vrai constat. Et est-ce que tu penses que c'est pérenne pour elles? Enfin, vous pouvez. Parce que là, c'est énorme, 16. Ouais. Alors c'est pérenne. Alors, je vais te dire que oui, ça marche. Évidemment. Ça dépend ensuite des stratégies de structure. C'est-à-dire que si la structure a vraiment vocation à se développer à l'international, si à l'heure actuelle, si c'est une structure qui fait plutôt du documentaire ou de la fiction, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas pérenne. Elle trouvera toujours en région Centre-Val de Loire, à concurrence des moyens qui sont les nôtres, les moyens suffisants, je pense, pour se développer internationalement. En fait, l'intérêt, c'est de faire vraiment, c'est du judo en fait qu'on fait, ou un effet levier si tu veux. Mais non, mais c'est de dire, en fait, on met sur un long métrage, sur un premier, deuxième long métrage, on peut monter jusqu'à 80 000 € de soutien à l'écriture et au développement, parce qu'on a l'écriture premier, deuxième long métrage. C'est 20 000 € à l'écriture, tu peux revenir au développement, encore 20 000 €, et ensuite tu peux passer au co-développement international, et c'est 40 000 € supplémentaires. Ça veut dire qu'on garantit jusqu'à 10%, on peut garantir jusqu'à 10% d'un film type, en fait, aide au cinéma du monde, on peut garantir jusqu'à 10% du financement, ce qui est énorme, en fait, ce que tu trouves nulle part ailleurs. Donc, voilà. Mais du coup, on ne garantit que 10%, mais avec la politique qu'on met en place, on favorise la possibilité pour le producteur ou les porteurs de projets de trouver les 90% restants. En fait, c'est là où en fait, l'objectif de la politique institutionnelle ou la politique publique est intéressante. C'est juste de savoir où est-ce qu'elle est pertinente et ce qu'elle peut apporter. On n'a pas vocation à être... à fonctionner de manière ostracique ou autonome. On est connecté aux autres. Donc oui, ça peut marcher. Maintenant, si je vais être honnête, il y a une deuxième étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te dis, il y a 7 sociétés qui veulent s'installer, qui se sont installées l'année dernière. J'ai 2 studios d'animation qui m'ont fait la cour l'année dernière en me disant, franchement, on a bien envie de venir chez vous, c'est hyper pertinent. Voilà. Parce que dans la logique de structuration de filière, c'est pas simplement les techniciens, les producteurs, les auteurs, etc. C'est aussi aller chercher les CCI, c'est aller chercher les agences de développement économique, c'est travailler avec le tourisme. Et c'est parce que quand je dis qu'on est un partie prenante d'un projet politique global, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille avec les autres aussi. Et donc voilà, on va chercher des compétences des autres, là où des compétences de spécifiques pour se les adjoindre et en fait élargir aussi les ressources et les accompagnements qu'on peut proposer. Bon.
Aujourd'hui, c'est super intéressant de travailler avec nous et de venir chez nous parce qu'on a de la place, les loyers sont pas chers. Et en plus, quand je dis aux gens, en fait, on peut vous mettre en contact avec les métropoles pour voir comment est-ce qu'on peut vous mettre des bâtiments à disposition, vous faire des loyers pas chers, etc. C'est hyper attractif, c'est hyper intéressant. En plus, sur la bourse post-études, la production, on paye par exemple des forfaits de train parce qu'on sait bien que les gens, s'ils s'installent en région, il faut quand même qu'ils continuent à travailler avec Paris. Donc on leur paye en fait un forfait de 50% liberté, ce qui fait qu'au lieu de payer, je sais plus c'est quoi, c'est 15 € le train, le trajet entre Paris et Orléans, il va payer 7,50 €. Du coup, c'est aussi attractif. Bon, et ça c'est parce qu'on s'adjoint aussi des compétences de la direction de la mobilité. Bon voilà, c'est tout ça qu'on veut proposer. Mais faut que tu arrêtes là, Pierre. Non, mais sinon tout le monde déménage en région centre dans une demi-heure. Non, mais c'est juste pour dire. En fait, c'est super. On en est à un point où je pense qu'effectivement, on arrive à présenter aux gens un panel de solutions et d'accompagnement auxquels ils ne sont pas habitués. Parce d'habitude, ils vont chercher de l'argent et basta. Ça, je te le dis, on n'est pas habitués. Voilà. Non, mais voilà. Mais donc c'est super. Après, le truc, c'est que notre fonds, il n'a pas augmenté. Que du coup, quand on veut développer de l'animation, il faut un fonds, par exemple, parce que nous, ça nous intéresserait d'avoir des studios d'animation. La métropole d'Orléans est hyper au taquet, ils attendent que ça. Mais bon, on aurait besoin d'1 ou 2 millions supplémentaires. Mais voilà, on sort du Covid, il y a le coût que coûte, il faut le payer. Donc aujourd'hui, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Coûte que coûte. Le coûte que coûte, voilà, on va le payer coûte que coûte, le quoi qu'il en coûte plutôt. Non, mais c'est intéressant parce que là, du coup, en t'invitant, on accède à une autre logique. On voit qu'effectivement, les montants, que ce soit en Bretagne ou en Pays de la Loire, ne sont pas les mêmes. Et justement, l'espèce de diagonale qui se crée comme ça booste un peu les réflexions. Je pense qu'on pourra encore en parler pendant longtemps, mais il y a sûrement des questions. Moi, j'ai une question par rapport notamment à Fred et Estelle et du coup aussi un peu à Pierre. Non, mais vous allez voir, tout va se lier, vous inquiétez pas. Non, mais en fait, je pensais aux auteurs, autrices et réalisateurs, réalisatrices. D'un côté, vous dites tous les deux que c'est des temps extrêmement longs de pré-prod, prod, développement, etc. Donc du coup, que font vos réals pendant que vous cherchez de l'argent? Est-ce qu'ils ont un autre métier? Est-ce qu'ils cherchent leurs propres moyens de financement en cherchant aussi, en allant chercher des aides à l'écriture, des bourses d'écriture, etc. Et du coup, évidemment, à Cyclic, vous faites aussi des choses pour les auteurs. Donc, Pierre, tu nous diras aussi ce que vous faites peut-être. Ouais. Effectivement, alors ça dépasse un peu le cadre de l'international pour le coup, parce que c'est valable cette question elle est valable que ce soit pour les films. Ouais, mais on peut imaginer que ça prend encore plus de temps, vu que vous nous dites bien quand même que pour mettre en place tout ça. Non, pas forcément. Pas forcément. Okay. En fait, pas forcément. Ce qui prend beaucoup de temps, ce que Estelle disait, mais je vais la laisser redire. Moi, ce qui, je pense, prend beaucoup de temps, c'est que nous, producteurs, enfin que moi, je vais parler de moi, je suis convaincu que le projet, à l'étape de l'écriture et des éléments qui l'entourent, les visuels, que le dossier, la manière avec laquelle on va communiquer ce projet aux partenaires financiers qu'on imagine, que ce dossier-là, il est prêt et qu'on ne va pas se prendre des murs. Et que c'est ce temps-là qui est très long, en fait. C'est pas à partir du moment où ce dossier est prêt, après le film, il se monte ou il se monte pas. L'histoire qu'a racontée Estelle, elle est un peu incroyable, c'est clair. Et puis là, il y a eu le Covid en plus qu'on a rajouté. Mais en général, le film, il trouve son chemin ou il trouve pas son chemin. Ce qui est important, c'est que le projet soit bien développé, quoi, bien prêt. Après, ça n'empêche pas que les temps peuvent être très longs, mais je pense qu'ils sont quand même beaucoup plus longs avant de rencontrer dans le cas de Pablo Agüero, par exemple. Comme je disais, lui, il a travaillé ou réfléchi à son film pendant 8 ans avant qu'on se rencontre et que la machine s'enclenche, quoi, en gros. Pourtant, il en parlait, il rencontrait du monde, il rencontrait d'autres producteurs et tout ça, voilà. Donc c'est juste qu'il y a un moment, boum, ça marche. Mais c'est pendant ces 8 années-là, lui, il a fait d'autres films. Il n'a pas attendu que ce film-là se monte. Donc je pense qu'une des réponses, en tout cas, pour les auteurs et pour les autrices, c'est de ne pas avoir qu'un projet et de ne pas forcément travailler non plus qu'avec un seul producteur ou une seule société de production, je dirais ça. Comme nous, on a plusieurs projets aussi et que, voilà, après, dans les temporalités, il y a ça. Sinon, c'est vrai que c'est c'est quelque chose à laquelle, j'avoue, peut-être parce que ça fait quelques années maintenant, à laquelle je commence à penser.
la responsabilité que nous, on a, enfin, que moi j'ai, que j'ai en tant que producteur quand je m'engage sur un projet de long métrage où je sais que ça va prendre 3 ou 4 ans. J'ai la petite musique qui commence à me dire mais comment je peux faire quand même pour aider l'auteur ou le réalisateur pour que pendant ces années-là, il puisse correctement aider sa main en vivre ou des idées. Est-ce qu'on peut faire d'autres films ensemble à côté, des plus petites choses, ou est-ce que j'ai pas de réponse à ça. Mais c'est nouveau pour moi, j'avoue. C'est mal, mais c'est quelque chose qui est important. Ouais. Mais en même temps, on est un peu dans la même, dans la même galère. Et c'est vrai que c'est là, Pierre le disait aussi, c'est là que l'intervention des pouvoirs publics est hyper importante. C'est évident. Donc, via tous les dispositifs existants, c'est l'endroit où la fragilité des créateurs est la plus grande aussi, des producteurs et des créateurs. Il y a un contre-exemple d'auteurs, réalisateurs à l'international. Il y a ceux qui sont auteurs-producteurs, ou en tout cas qui ont envie de porter leur projet eux-mêmes et de faire tous les marchés, les pitchs, les machins eux-mêmes. Donc eux, ils peuvent être monomaniaques. Ils peuvent faire 3-4 ans sans problème sur leur projet. C'est juste dingue, en fait, l'énergie qu'ils y mettent. Mais ça devient un mode de vie, en fait. C'est 7 jours sur 7, 24-24, quoi. Là, dans le cas de Saïd ou de Ousmane Samasekou sur Le Dernier Refuge ou Aïcha Maki, forcément, on sait que c'est des projets qui vont prendre du temps, alors encore plus pour le cinéma que pour la télé, et que donc, encore une fois, le développement est le nerf de la guerre. Donc et qu'on puisse à la fois payer des repérages et à la fois leur payer des salaires. Saïd, il vient d'Angleterre. Dès que j'ai commencé à le payer, il n'en revenait pas. Il était là, mais tu me payes. Je disais, Saïd, tu bosses? Ah ouais, mais moi, j'ai l'habitude. Enfin, en Angleterre, c'est comme aux États-Unis. Ils font des films avec leur carte de crédit. Et puis, il y a très, très peu de fonds, en fait. Donc, nous, la France, on a plein de guichets. Donc, si on ne réussit pas à financer comme une partie de leur travail, c'est que vraiment, il y a un problème. Mais évidemment, ils font autre chose entre-temps. Donc, Ousmane, il fait plein de films corporate. Saïd, il donne des cours. Il fait d'autres films. Il a fait quelques courts-métrages. Il ne vit pas grand-chose, en fait. Mais il faut absolument que, ce faisant, ils y gagnent autre chose aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le projet qui grandit, c'est eux. Je veux dire, ça paraît un peu condescendant, mais ils vont forcément, comme nous, apprendre tellement de choses et enrichir leur parcours aussi. Et du coup, d'un point de vue institutionnel, juste je me permets une petite remarque préalable, parce que ça a fait pas mal de bruit là justement en janvier. Les organismes paritaires des auteurs qui au FIPADOC du coup se sont pas mal adressés aux producteurs en disant voilà, on n'est pas assez rémunérés, etc. Donc la précarité des auteurs et des autrices est une réalité. Voyant ça de l'extérieur, je me permets juste ça. Je trouve ça dommage que du coup cette précarité puisse conduire potentiellement des gens, auteurs, autrices ou producteurs, productrices, qui contribuent ensemble déjà d'un même mouvement et qui sont, je pense, autant précaires les uns que les autres, à finalement se monter les uns contre les autres. Je me permets ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement un problème de précarité, peut-être par contre que le reproche n'est pas adressé nécessairement aux bonnes personnes. Enfin, n'était pas forcément. Non, mais je sais que c'était pas un reproche. Hein. Mais je me permets juste ça, c'est qu'en tant qu'institution, je me dis, bah oui, mais ça veut dire aussi que peut-être que les cadres réglementaires ou les cadres politiques publics ne correspondent pas ou n'ont pas suivi en fait une déréglementation ou une précarisation d'un statut, si on peut parler d'un statut, hein, sachant qu'il n'y en a pas vraiment, mais bon, bref. Bon, quand on parle de structuration de filière, ça veut dire aussi donner les moyens à la filière de se structurer. Donc, effectivement, on a commencé, nous, et on a peut-être un mea culpa à faire, on a commencé la structuration en s'appuyant essentiellement sur les producteurs au début, parce que c'était ceux qui étaient effectivement les plus identifiés. Donc, on a renforcé notre programme d'entreprise, déjà aux producteurs. Voilà, on a rajouté plus de 150 000 euros sur le fonds, leur permettant de marger jusqu'à 30 000 euros par an. Voilà, on pense qu'on va passer aussi sur une logique triennale maintenant, parce qu'en fait, on se rend compte qu'un projet de production, ça se pense pas, ou de société de production, une stratégie, ça se pense pas l'année, ça se pense sur plusieurs années. Donc voilà, première chose. Et donc, forcément, on s'est dit, on a vu tout ce qui s'était passé, et on a fait une étude de l'impact Covid là, qui est sortie en janvier dernier. Et évidemment, on s'est rendu compte, et ça a été assez frappant, parce que du coup, j'ai rédigé l'étude, en fait, donc j'ai vraiment, là, pour le coup, j'étais moi-même en face des résultats, donc j'ai dépouillé les résultats,
Et la précarité des auteurs et des autrices dans la région m'ont vraiment fait froid dans le dos. Enfin, c'était vraiment effrayant quoi, de voir. Il y avait certaines personnes qui étaient payées 70 € pour. En fait, quand on faisait la moyenne, grosso modo, ils étaient payés 70 € par projet. Donc, c'était. Waouh. Ok. Effectivement, la plupart du coup cumulent les emplois. La spécificité, c'est qu'on est aussi pôle d'éducation à l'image, donc on les embauche aussi pour animer des ateliers. Donc ils vivent pas mal aussi de ces intermittences-là. Ils sont aussi techniciens à côté. Ça, c'est la réalité de terrain. Et donc du coup, on s'est inspiré de ce que le CNC a fait. Là, on vient de le mettre en place. C'est ouvert cette année. C'est l'aide au parcours d'auteur. Donc on a piqué votre nom. On pique beaucoup de choses à la plateforme. On va vous piquer le principe de la rentrée d'ailleurs, mais on va le faire avant l'été. Mais on va vous piquer cette idée. Vous nous le rendrez au centuple. Ouais, évidemment, déjà. On n'a pas d'argent, mais on a des idées. Voilà. Et donc en fait, on a mis en place cette aide au parcours d'auteur qui nous permet de soutenir donc à fond constant. Hein, donc on a arrêté la résidence Sofilm. On a pris une enveloppe de 45 000 €. Ça nous permet de soutenir 4 auteurs. Sur 2 ans, on les finance à 10 000 € chacun. C'est une sorte d'aide au concept. L'idée, c'est que l'auteur ou l'autrice dépose un projet ou plusieurs projets d'écriture en expliquant ce qu'il a envie de faire, les problèmes qu'il pense pouvoir rencontrer et donc les moyens qu'il souhaite dégager ou qu'il souhaiterait déployer pour y arriver, passer l'animation, besoin de formation, j'en sais rien, ce genre de choses. Donc il passe en commission. Les lecteurs de la commission sont également responsabilisés, c'est-à-dire qu'ils parrainent. Alors je sais que le terme paraît un peu bizarre, mais grosso modo, ils sont un interlocuteur à l'auteur. Parce qu'en fait, on s'est dit que nous, en tant qu'institution, on était super sympa, on pouvait être hyper compréhensif, etc. Mais on ne sait pas ce que c'est, en fait. On ne sait pas ce que c'est être auteur, on ne sait pas ce que c'est être réalisateur, d'être vraiment dans cette précarité-là, de se prendre des refus dans la figure sur des projets ultra personnels. Donc en fait, on s'est dit que ça serait plus intéressant que les auteurs puissent discuter avec des pairs, ou des autrices, du coup, qui soient aussi en capacité d'élargir leur réseau, donc de les mettre en contact avec d'autres personnes, de leur proposer aussi d'autres points de vue, qui puissent échanger sur leurs projets. Et du coup, sur ces 2 ans-là, donc ils sont tutorés par cette personne-là, et nous, on peut en plus intervenir en accompagnement. C'est-à-dire que tous les accompagnements collectifs, on a mis en place aussi du coup un cycle auteur maintenant qu'on a sanctuarisé. Donc tous les ans, il y a des rencontres spécialisées et spécifiques aux auteurs. Et on a sur notre fonds de soutien la possibilité de dégager 1% sur l'accompagnement individuel des projets. Donc ça peut être producteur ou aussi des auteurs. Et donc, s'il y a besoin pour un auteur, on peut aussi payer une formation, une délégation, ce genre de choses. Voilà. Merci Pierre. Merci beaucoup.